Pendant longtemps, je pensais bien faire en optimisant chaque semaine d'entraînement. En réalité, je manquais de vision sur l'ensemble de la saison. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment je structure une saison pour moi et pour les coureurs que j'entraîne, et surtout la logique derrière. J'en ai fait pour ça une carte mentale que tu peux déjà télécharger si tu veux. Le lien est dans la description. Ça te permettra de suivre peut-être plus facilement en même temps que tu regardes la vidéo. Et aussi, ça t'évite de prendre des notes et voilà, tu pourras t'en souvenir. Donc le lien il est dans la description pour la télécharger. J'ai organisé cette carte mentale avec 8 étapes. C'est les étapes que moi j'utilise quand je fais une planification. On va commencer, première étape, c'est les compétitions. Alors que ça soit si vous êtes un cycliste avec des courses traditionnelles type FFC ou des courses élites, etc. ou un cycliste grande fondo, c'est pareil. On met d'abord les compétitions. Alors, si vous faites des courses traditionnelles, vous faites généralement plus de compétitions que ceux qui préparent des grandes fondos. Dans ce cas-là, quand même, je vous conseille de faire un premier tri, d'essayer de déjà choisir des courses qui comptent le plus pour vous. On organisera la planification autour. Et puis, de vous organiser des week-ends sans course. Idéalement, un par mois ou un toutes les 6 semaines, ce qui vous permet de faire un petit peu une semaine de récupération déjà après votre dernière compétition. Ensuite, de faire un bloc d'entraînement. Et puis ensuite, de repartir sur un bloc de compétition où vous allez pouvoir voilà, faire des courses toutes les semaines. Ça, on le place d'abord dans le calendrier parce que vraiment, on s'en sert pour organiser tout l'entraînement derrière. Pour les grandes fondos, c'est pareil, on les met tout de suite sur le calendrier. Pour les grandes fondos, c'est pareil, on les met tout de suite sur le calendrier et on peut organiser aussi un petit peu en bloc, de la même façon que pour des courses FFC. Alors, il y en aura moins dans l'année, mais peut-être voilà, se faire 2 fois ou 3 blocs dans la saison avec d'un mois avec 3, 4 grandes fondos qui s'enchaînent toutes les semaines, ça c'est possible. Maximum 3 semaines, je trouve maximum 3 grandes fondos, c'est bien. Au-delà, ça commence vraiment à tirer. C'est quand même des compétitions assez exigeantes, en plus souvent avec des déplacements, etc. Donc voilà, on peut faire des blocs de compétition. Comme ça, on les place et on organisera l'entraînement ensuite à partir de ça, vous le verrez. Ensuite, on place les contraintes. Si on a des examens scolaires, si on a des vacances, c'est pas des contraintes, mais on les place quand même dans le calendrier parce qu'on pourra peut-être faire plus d'entraînement à ce moment-là. On va placer aussi nos déplacements professionnels, en tout cas les moments d'indisponibilité dans notre calendrier qui nous permettront de se dire, bah, tiens, à ce moment-là, c'est le moment d'enlever des compétitions, de faire peut-être des blocs de récupération, ou à l'inverse, si c'est des vacances, peut-être un bloc, un stage d'entraînement, et faire un petit peu plus. Ensuite, réfléchissez à votre temps disponible dans la semaine. Il ne faut pas chercher à tout remplir, il ne faut pas chercher à en faire le plus possible. C'est voilà, votre disponibilité maximum, et ensuite, essayez d'ajuster pour avoir votre disponibilité euh, simple, ou en tout cas, je dirais non stressante, parce que si vous essayez de remplir au maximum votre calendrier avec vos contraintes peut-être familiales, vos contraintes professionnelles et vos entraînements derrière, ça fera peut-être trop et ça ne sera pas soutenable toute la saison. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vous entraîner toute l'année et que vous puissiez faire des compétitions toute l'année et progresser. Et pour ça, avoir une surcharge de stress, clairement, ça ne fonctionnera pas. Vous allez aller dans le mur, vous allez vous fatiguer pour rien. Donc voilà, on voit notre temps disponible dans la semaine. Généralement, on en prend un petit peu moins pour avoir un petit peu de marge et pas avoir l'impression de courir partout tout le temps parce que ça, c'est un rythme qui est pas soutenable et qui est épuisant. Ne cherchez pas vraiment à tout remplir, à maximiser votre temps disponible. Moi, je préfère, pour ceux qui ont des calendriers vraiment compliqués, qui n'ont pas énormément de temps pour s'entraîner, je préfère que soyez vraiment sur un rythme soutenable où, voilà, où mettons que vous avez 10 heures de disponible dans la semaine, eh bien vous faites 7, 8 heures grand max. Comme ça, vous savez que ça passe et c'est pas trop stressant pour vous. Mais par contre, vous essayez de le faire vraiment quasiment toute l'année, hormis quelques semaines de récupération, de vacances, etc. Vous faites moins. Mais vraiment, on essaie d'avoir un volume stable. Si on a beaucoup de temps disponible, on peut essayer de jouer un peu sur le volume, d'augmenter la charge par moment, etc. Mais quand vous êtes limité, bah, on ne peut pas trop jouer avec ça. Donc on essaye d'optimiser sans en faire le plus possible non plus. Ensuite, la troisième étape, ça va être le testing, parce que quand on commence notre plan d'entraînement, on a besoin que nos zones soient bien ajustées pour bien s'entraîner, pas s'entraîner trop fort ou s'entraîner trop doucement. Pour ça, moi, ce que je vous recommande, c'est puissance critique. Moi, ce que je fais, c'est test 3 et 12 minutes sur une ou deux séances. Sur une seule séance, c'est possible, hein, sachant que le but, c'est de calibrer vos zones d'entraînement. En soi, c'est pas forcément de battre des records. Alors certes, si vous faites sur 2 séances, vous allez faire de meilleures puissances généralement. Enfin, en tout cas, surtout sur le deuxième test, pas forcément sur le premier test. Et quand on fait sur une séance, bah, finalement, on va quand même avoir deux valeurs qui nous permettront de calculer la puissance critique et finalement la différence. Parce que normalement, si vous finissez les deux tests, il n'y a pas 40 watts d'écart entre un test frais et un test en ayant un petit peu de fatigue. Il y aura peut-être moins de puissance, certes, mais ça restera quand même intéressant et suffisant pour bien calibrer votre plan d'entraînement. On veut, voilà, on veut une estimation. La puissance critique, c'est pas de toute façon un chiffre figé. Tous les jours, vous avez la même puissance critique au watt près. Voilà, on prend une fourchette, c'est environ une dizaine de watts, plus ou moins 10 watts de précision. Donc moi, je vous conseille de faire ça sur une séance, comme ça, moi, c'est fait.
On perd pas de temps le reste de la semaine avec d'autres tests. On fait ça sur une séance. On se concentre sur faire la meilleure puissance possible. On analyse la puissance critique avec un calculateur ou voilà, les sites disponibles en ligne ou voilà, maintenant la plupart des plateformes d'entraînement vous permettent de définir une puissance critique hein, basée sur vos records. Vous pourrez refaire ces tests-là quand vous sentez que vous avez progressé ou sinon quand vous avez une saison organisée avec une coupure, une reprise et puis une période de compétition. Généralement 2 à 3 tests par an, voire même 2 tests, ça suffit. Généralement on en fait un assez tôt dans la préparation, relativement ouais, en période de reprise pour ajuster les zones à ce moment-là sur les premiers mois d'entraînement. Et puis on va en faire une fois qu'on est bien entraîné et après il n'y a pas forcément besoin d'en refaire. Voilà, je pense qu'entre 2 et 3 par an, c'est largement suffisant pour bien ajuster ses zones et suivre sa progression. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les tests lactate. Je trouve qu'on a quand même un ciblage plus précis des intensités. Alors si vous y avez accès, si vous avez envie d'investir dans ce matériel-là, j'avais fait une formation hein, qui en parle, qui est toujours à jour. J'utilise toujours les protocoles que j'ai présentés dans cette formation. Pareil, moi j'en fais 2 à 3 par an. Ça me permet de suivre ma progression, de mieux ajuster mes intensités et surtout d'être un peu plus précis aussi sur tout ce qui est basse intensité, notamment zone 2, premier seuil, deuxième seuil, des choses qu'on peut un peu louper avec la puissance critique parce qu'on va faire seulement un test basé sur nos puissances max. Et pareil pour le suivi de la progression, finalement, avec la puissance critique, des fois on ne va pas forcément progresser parce qu'une fois qu'on a atteint un très bon niveau, c'est dur de gagner des watts sur des puissances 3, 12 minutes, 5 minutes, 20 minutes. Par contre, on peut encore beaucoup progresser au premier seuil ou au deuxième seuil. Et ça, on va le voir seulement avec les tests lactate. Donc je trouve ça vraiment intéressant et vraiment complémentaire en soi, hein. Les deux se font dans une planification. Et les deux se font dans une planification. Et voilà, je vous recommande clairement de le faire si vous y avez accès. Les tests de puissance simple, c'est intéressant aussi hein, pour suivre votre progression. Ça dépend de votre historique de testing. Si ça fait 5 ans que vous avez un capteur de puissance, que tous les ans, vous faites un test 5 ou un test 20 minutes, vous pouvez continuer à faire ces tests-là, même si peut-être que ça ne vous apportera pas grand-chose sur votre planification d'entraînement, l'ajustement de vos zones. Mais dans votre suivi de progression, c'est quand même intéressant d'avoir ces valeurs-là, surtout si vous en avez déjà beaucoup historiquement. Et puis pour les efforts courts, en fait, je l'intègre directement aux séances quand je donne à mes athlètes ou pour moi des séances de sprint 30 secondes ou 1 minute, 2 minutes grand max voilà, d'efforts à fond. Et bien, en fait, on suit quand même la progression du mec parce que s'il se donne vraiment sur ces séances-là à l'entraînement, on est censé voir des chiffres qui progressent et il est censé battre ses records au fur et à mesure des séances, des saisons, des années, etc. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas, quasiment tous les ans sur ce type de séance-là, je bats mes records à chaque fois. Donc, c'est cool. Ça me permet de suivre facilement ma progression sans vraiment me mettre en mode test et sans vraiment gâcher une séance parce que c'est une séance en elle-même, une séance qui fait très bien progresser d'ailleurs. Quatrième étape, c'est le repos qu'on va placer. Donc, c'est des périodes de récupération active que moi, je conseille clairement. Alors, soit avec des jours off ou pas. C'est pas obligé. Ça peut être seulement une semaine de basse intensité. Moi, j'aime bien faire des jours off. Je trouve que avoir 2 jours de repos complet consécutifs, ça fait vraiment du bien. Mais voilà, ça dépend des gens, ça dépend des sensations qu'on a avec. Certains, ça leur fait vraiment du mal, ils n'aiment pas la sensation qu'on a. C'est vrai que les premières sorties après 2 à 3 jours de repos complet, si on est habitué à rouler tous les jours, ça fait un peu bizarre. Si on n'est pas habitué à rouler tous les jours et que naturellement dans notre semaine, on a toujours 2 à 3 jours de repos, ça se fait très bien. Et le fait de les faire consécutivement, je trouve quand même que c'est un petit peu différent d'un point de vue récupération. Aussi mentalement, hein, ça fait vraiment du bien de poser vélo pendant plusieurs jours. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Sinon, vous faites juste une semaine de récupération active avec de la basse intensité. Vous baissez un petit peu le volume ou pas. Vous pouvez garder le même volume, mais seulement de la zone 1, de la zone 2, chill, et vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien sur la saison. Ça va vous permettre de continuer à progresser. C'est assez impressionnant le bien que ça fait, vraiment. On ne s'en rend pas compte quand on n'en fait pas, mais quand on en fait, on s'en rend compte clairement. Alors sur le coup, ça fait peut-être pas forcément du bien, mais voilà, 2, 3 semaines après, on sent qu'on a vraiment récupéré, qu'on a regagné de la fraîcheur, qu'on a regagné de la fraîcheur aussi mentale. Ça fait du bien. Après, dans l'année, on peut faire une coupure complète. 1 à 2 semaines de repos complet annuel, c'est ce que je recommande. Après, ça s'individualise beaucoup, hein. Ceux qui font des très grosses saisons à très haut niveau vont pouvoir faire plus. Ceux qui sont peut-être un petit peu plus âgés vont faire un peu moins parce que on perd plus vite quand on est plus âgé, on a plus de mal à revenir. Ça dépend de votre calendrier au quotidien, de votre épanouissement dans le cyclisme, si vous en ressentez le besoin tous les ans voilà, de faire une vraie coupure ou pas, à individualiser.
Ensuite, là, on entre un peu dans le sérieux de la planification, dans le concret, c'est les cycles de travail. On va les placer généralement en fonction des compétitions. Moi, c'est ce que je recommande en tout cas, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Quand on prépare des courses montagne, on va du polarisé vers le pyramidal, c'est-à-dire qu'on va bosser plutôt ce qui est VO2 max, donc basse intensité et très haute intensité en début de préparation, et on termine avec du travail pyramidal, donc plutôt axé sur les seuils en fin de préparation. Voilà, c'est ce que j'ai noté ici. Le hit court, les seuils, le hit long, le lactate shuttling. On rebosse les seuils. Mais voilà, on commence la préparation par le travail du VO2 max et on termine par ce qui est plus spécifique. C'est ce qui fonctionne le mieux quand on s'entraîne. On a quand même des adaptations qui sont très très spécifiques. Donc quand on passe du temps dans une certaine zone de puissance, on va pouvoir progresser un petit peu plus dans celle-ci et se perfectionner dans cette zone-là. Et donc si on fait ça à la fin de notre préparation, sachant que c'est une zone qu'on aura dans nos compétitions, c'est mieux parce qu'on va être plus performant sur nos courses. Si on fait du VO2 max, c'est que des efforts à plus de 400 watts, alors qu'en compétition, on dépasse jamais les 350 watts, on va monter tous nos calls à 300 watts. Ça a beaucoup moins de sens. Par contre, ça a quand même du sens de le faire, hein. C'est très important parce que ça va tout tirer vers le haut. En fait, les adaptations, peu importe l'intensité qu'on fait, elles ne sont pas seulement spécifiques à l'intensité qu'on fait. C'est pas parce qu'on fait des efforts à 400 watts qu'on va progresser seulement à 400 watts. On va progresser partout. On cherche vraiment d'abord des adaptations physiologiques de l'entraînement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, que ça soit de la répétition de sprint, par exemple, c'est quelque chose qui est assez éloigné pour quelqu'un qui fait des grandes fondos, des cyclosportifs. Donc, c'est des efforts de 10 secondes, 50 secondes ou 30 secondes, 4 minutes. Ce type d'effort-là, voilà, on n'en fait jamais en compétition. Pour autant, physiologiquement, ça a été montré comme étant des efforts qui améliorent beaucoup l'angiogénèse, notamment. Donc, c'est la croissance des capillaires au niveau sanguin, au niveau musculaire. La biogénèse mitochondriale aussi, donc la création de nouvelles mitochondries, l'adaptation de celles-ci pour les rendre plus performantes. Et ça, c'est des adaptations qui sont super importantes pour la progression, peu importe l'intensité finalement. Le premier seuil, le deuxième seuil, on va utiliser ces adaptations-là. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas faire ces séances, hormis potentiellement en fin de préparation, parce que c'est des efforts qui ne sont pas du tout spécifiques. Donc, quand on fait une séance, on n'en fait pas une autre. Donc, c'est toujours un choix et c'est toujours un arbitrage à faire. Loin de la préparation, moi je considère qu'il faut quand même un petit peu tout explorer et essayer d'aller saisir les différentes opportunités d'adaptation physiologique. Parce que si on prend toujours la même voie et toujours le même type de séance, finalement notre corps il s'habitue, on progresse moins et sur le long terme c'est moins bon. Donc voilà, il faut faire un petit peu de tout. Quand on prépare des courses FFC ou des grandes fondos plus plates, plus explosifs, et ben là on va faire finalement l'inverse, on va faire du pyramidal vers le polarisé et faire alors en reprise de l'entraînement, généralement je mets de la répétition de sprint, du volume à basse intensité, voilà, on prend le temps. C'est aussi ce que je fais d'ailleurs pour les grandes fondos montagne. Ensuite, on va bosser les seuils, le lactate shuttling, etc. Puis après, on va bosser le travail VO2 max, le HIIT, donc le High Intensity Interval Training, en fin de préparation, parce que pour le coup, c'est extrêmement spécifique à ce type de course. Comme je vous l'ai dit, on évite de délaisser des qualités. On travaille tout à l'échelle d'une saison. Voilà, organisez en fonction de vos compétitions, si possible, pour que quand vous faites vos courses montagne, vous terminez toujours par un bloc de seuil. Si vous avez un objectif sur une course FFC, vous terminez toujours par un bloc de VO2 max parce que ça sera plus spécifique. Mais à l'échelle d'une saison, vous devez quand même avoir un peu tout travaillé parce que, comme je vous l'ai dit, on cherche d'abord les adaptations physiologiques et pour ça, on a besoin de tout travailler. Pour la haute intensité, vraiment les séances au-dessus du deuxième seuil, donc VO2 max, etc., même lactate shuttling, on ne fait pas des blocs de plus de 3 à 4 semaines. Je trouve que c'est trop long. On se fatigue. À la fin, les séances perdent en efficacité. Par contre, pour les blocs en dessous, quand on bosse la basse intensité, le seuil 1, etc., on peut faire durer les blocs, même les blocs de deuxième seuil, on peut les faire durer à 6 semaines, ça passe. Voilà, donc à adapter. J'espère que vous avez bien compris. Ce que je veux que vous reteniez, c'est d'abord vous placez vos courses, très important, et en fonction de vos courses, vous allez pouvoir déterminer les cycles de travail, en fonction de ce que vous préparez, etc. Placez vos blocs de récupération, faire la durée de vos cycles en fonction de ce que vous travaillez. Bon, généralement, c'est 3 à 4 semaines, ce qui colle très bien avec les cycles de récupération. En fait, on fait 3 semaines sur une qualité, 3 à 4 semaines. On fait une semaine de récupération active, on repart sur d'autres qualités. Entre-temps, on organise en fonction de nos compétitions et on place tout ça. Pour la charge de travail, donc il y a deux types de charges finalement, deux variables d'ajustement, ça va être le volume et ça sera l'intensité. Pour le volume, je vous l'ai dit, il ne faut pas essayer d'en faire le plus possible, ça sera vraiment la régularité qui sera pour moi la plus importante pour la progression. Si vous essayez d'en faire le plus possible sur une courte période de temps et qu'après vous arrêtez tout, ça n'a aucun sens. Vraiment, viser quelque chose de soutenable dans le temps, même pour moi qui ai le loisir de pouvoir m'entraîner un petit peu comme je veux. J'ai un volume qui est assez stable. Voilà, je vise 17-18 heures max par semaine et c'est ce que je vais tenir quasiment toute l'année. Je vais en faire un petit peu plus l'hiver quand je ne fais pas de compétition.
Mais j'essaie pas d'en faire le plus possible toutes les semaines parce que sinon c'est pas soutenable. Et voilà, si vous avez des contraintes professionnelles, familiales à côté, ça fonctionnera pas non plus. Donc choisissez quelque chose de soutenable. Tenez-y vous. Pour l'intensité, ben, là, il faut être assez prudent parce que finalement, c'est quand même plus dangereux que le volume. En fait, si vous faites beaucoup de volume à basse intensité, il y a quand même peu de grosses conséquences derrière. Alors, sur le long terme, vous risquez de ne pas tenir et de vous fatiguer, mais tant que vous respectez la basse intensité et que vous êtes sous votre premier seuil physiologique, finalement, vous accumulez quand même peu de fatigue nerveuse, peu de fatigue physiologique. Ça peut même vous permettre de récupérer, entre guillemets, quoi. Même si vous avez beaucoup de stress en dehors du cyclisme, finalement, d'un point de vue de votre système nerveux, le fait de faire beaucoup de basse intensité, ça peut potentiellement réguler ça, vous permettre d'augmenter. Si vous mesurez, moi je mesure mes valeurs de HRV, donc de variabilité de fréquence cardiaque. Je sais que quand je fais des blocs de basse intensité, généralement ça a tendance à remonter, signe que ça me fait plutôt du bien. Donc attention surtout à l'intensité, parce que bah, quand on fait beaucoup d'intensité, on va vraiment activer la branche sympathique du système nerveux autonome. Et ça, pour le coup, ça peut être très dangereux si elle reste vraiment toujours activée. Si en plus vous avez du stress à côté de vos entraînements, bah, par expérience, par tous ceux que j'ai entraînés, etc. Enfin, vraiment, ça fonctionne pas. Ça dure que 1, 2, 3, 4 semaines grand max. Et après, au bout d'un moment, on ne tient plus. Donc attention à l'intensité. Moi, ce que je recommande, et je vais en parler plus dans la prochaine étape, hein, sur la planification à la semaine, mais voilà, c'est 1 à 2 séances difficiles par semaine, pas plus. N'oubliez pas que sur la charge de travail, voilà, une charge stable, ça ne vous empêche pas de progresser, hein, que ce soit à l'échelle d'une semaine ou à l'échelle d'une année. Vous pouvez faire plus ou moins la même charge et continuer à progresser. Ce qui va compter vraiment, c'est un sport d'endurance, c'est un sport où les adaptations elles prennent du temps à se faire, où voilà, tout se joue quand même sur le long terme. Et pour ça, la régularité, c'est la clé. Alors, n'essayez pas de faire toujours plus, d'augmenter toujours votre volume, d'augmenter toujours votre charge de travail d'année en année. C'est pas forcément nécessaire pour progresser. Peut-être à un certain niveau que c'est nécessaire, mais et encore, hein, vous pouvez voir, même à très haut niveau, généralement, voilà, une fois qu'on s'entraîne 30-35 000 km par an, on ne va pas essayer de monter à 37, 38, 40, 41 000 km. Enfin, voilà, les mecs progressent quand même, donc il n'y a pas besoin de ça. Moi, je vous recommande en tout cas de viser quelque chose de soutenable. Vous l'avez compris, je répète beaucoup ce mot, mais pour moi, c'est ma grosse valeur importante dans l'entraînement. C'est cette régularité, c'est l'entraînement soutenable dans le temps. C'est ce qui montre clairement les meilleures progressions à long terme. On joue le jeu de la patience et vous verrez que ça payera. La dernière, enfin la septième étape, c'est l'avant-dernière étape, c'est la planification à la semaine. Une fois qu'on a placé donc, nos compétitions, nos contraintes, donc les moments où on va pouvoir s'entraîner plus, les moments où on ne pourra pas s'entraîner, qu'on a fait nos tests, qu'on a ajusté nos zones d'entraînement, qu'on a placé nos blocs de récupération, très important, à ne pas oublier les blocs de récupération, qu'on a mis nos cycles de travail en fonction de nos compétitions, en fonction de tout ce qu'on fait dans l'année pour travailler un petit peu toutes nos qualités, qu'on a ajusté notre charge de travail, qu'on s'est dit ok ouais je sais que cette charge-là elle est soutenable, que je vais pouvoir tenir dans le temps et que je ne prends pas de risque. Voilà, ne prenez pas de risque, visez quelque chose de soutenable dans le temps. Ensuite, on fait notre planification à la semaine. La basse intensité doit être majoritaire. Voilà, vous devez passer au moins 80% du temps, enfin même plus que ça en zone de puissance, et ouais, 80-85% du temps, que ce soit mesuré avec la fréquence cardiaque ou avec les zones de puissance, à basse intensité, donc c'est-à-dire sous le premier seuil physiologique, c'est-à-dire la zone 1, la zone 2. C'est donc vraiment la majorité du temps d'entraînement. Ça peut même monter à 90% du temps, c'est pas un problème, voire même plus que ça, hein, sur des très gros volumes d'entraînement. Évidemment, plus on monte en volume d'entraînement, bah, plus le pourcentage relativement de basse intensité va baisser parce que on n'augmente pas énormément le temps passé à haute intensité. On est quand même capé, peu importe notre niveau, bah, on ne peut pas en faire des heures et des heures. Donc, quand vous entraînez moins, forcément, la basse intensité va représenter un pourcentage quand même un petit peu plus élevé. Et c'est OK, ça passe. Mais attention à respecter la limite, pour moi, allez, je dirais 2 séances difficiles par semaine. Une séance, si vous entraînez vraiment pas beaucoup, hein, si vous faites 6 heures d'entraînement par semaine, je pense qu'une séance difficile, ça suffit. Mais en règle générale, pour tous ceux qui me suivent, c'est 2 séances difficiles par semaine, c'est-à-dire des séances avec des exercices au-dessus du deuxième seuil, enfin au-dessus du premier seuil même. Voilà, 2 séances difficiles. Des séances éventuellement intermédiaires aussi, c'est-à-dire une séance intermédiaire pour moi c'est quoi? C'est séance seuil 1, donc des blocs 3 fois 10 minutes, 6 fois 10 minutes, 4 fois 20, des choses comme ça autour du premier seuil, parce que ça génère pas énormément de fatigue d'un point de vue nerveux, ça reste des séances assez, où on s'adapte assez vite. Des séances de répétition, de sprint ou de sprint, ça peut passer aussi en séance intermédiaire. Ça dépend les cycles d'entraînement. Quand vous faites du travail VO2 max,
Vous n'allez pas vous envoyer des séances de répétition de sprint en plus, une séance dans la semaine, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est trop. Mais par contre, si vous bossez, seulement, voilà, au deuxième seuil, on peut se mettre une séance de répétition de sprint, voilà, à condition d'avoir un certain volume d'entraînement qui nous permette de l'encaisser. Mais on peut s'envoyer une séance de 10 secondes, 50 secondes par exemple, ça passera. Ou voilà, se rajouter une séance de premier seuil sans problème, ou une séance de sprint avec des sprints, voilà, 8 fois 10 secondes, 6 fois 10 secondes, etc. Mais retenez que la basse intensité doit être majoritaire. Ne cherchez pas à faire trop de séances dures, ça ne vous fera pas plus progresser. Deux séances parfaitement exécutées, des séances de VO2 max, de seuil 2, de lactate throttling, d'over-under, etc. Ça vous fera bien progresser si elles sont très bien exécutées, ça suffit, pas besoin d'en faire plus. Des jours de repos dans la semaine, alors bon, bah, ça c'est pareil, c'est variable. Il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé de faire obligatoirement un jour de repos par semaine, ou deux, ou trois, enfin peu importe, ou on peut rouler tous les jours. Tant que notre plan est bien géré, qu'on a de la basse intensité majoritairement, c'est pas un souci. Euh, voilà, à adapter, notamment, bah, je vous avais montré l'entraînement de Jonas Abrahamsen. Moi, j'avais été choqué du fait qu'il fasse très très peu de jours de repos complets. Et pour lui, ça semble quand même fonctionner. Visiblement, il arrivera encore à progresser, il arrive à tenir toute la saison. Alors que même qu'il s'entraîne énormément, sans faire de jours de repos complets, ça passe. Moi, j'aime bien faire des jours de repos complets. Je trouve que ça me permet vraiment de récupérer, que ce soit mentalement et même physiquement. Je sens que ça me fait du bien. Donc, après, ça dépend aussi des périodes d'entraînement. Je sais que l'hiver où mon entraînement est quand même moins difficile, il y a peu de séances très dures. Dans ce cas-là, j'arrive à rouler tous les jours et ça me va très bien. Mais en saison, avec les compétitions, j'aime bien quand même faire des jours de repos complets parce que je sens que aussi les déplacements, hein, ça compte, hein, dans le stress global. Il y a des choses à gérer, etc. Et un jour de repos complet, clairement, ça fait du bien. Je vous conseille aussi un échauffement standardisé. Donc ça va vous permettre de jauger votre forme sur toutes vos séances un petit peu difficiles. On fait le même échauffement et bah, comme ça, on sait. Généralement, des fois, avant de partir, on peut se dire: «Ah, je me sens pas bien aujourd'hui, je sais pas si je vais faire la séance». Moi, je vous conseille, c'est vas-y quand même, à part si vraiment tu te réveilles le matin et que ça va pas du tout. Mais sinon, tu y vas quand même et tu fais ton bloc d'échauffement. Si finalement sur le bloc d'échauffement, en fait, ça va. C'était juste peut-être un petit peu, la flemme, un peu, voilà, petit manque de motivation avant de partir, mais voilà, une fois qu'on est parti, en fait, on se rend compte que ça va. Dans ce cas-là, bah, on fait la séance, normale. Si par contre, on fait l'échauffement et on sent que, bof, on sent c'est pas une grande journée, dans ce cas-là, faut pas hésiter. On enlève la séance de haute intensité, tant pis. Par contre, on essaie de garder le volume à basse intensité. Si vous avez prévu 3 heures avec, des blocs de VO2 max, vous faites pas le VO2 max parce que vous vous sentez pas bien, essayez quand même de faire les 3 heures de basse intensité. Moi, je trouve ça bien parce que le volume, du coup, c'est quand même pas quelque chose qui est très important pour moi pour la progression sur le long terme. Donc, le fait de maintenir ce volume-là va quand même vous permettre de progresser. Vous allez rentrer chez vous quand même avec la sensation, bah, vous avez quand même fait un bon entraînement, mais de rien, vous avez fait peut-être 3 heures, 4 heures de vélo, ce qui est quand même très bien et ce qui bah, vous permettra de progresser. Alors que si vous rentrez après une heure de vélo, vous avez bâché, vous n'avez pas fait votre séance, c'est un peu mentalement, c'est un peu chiant. Je vous conseille pas, essayez de garder le volume et finalement, bah, vous serez quand même content de vous, vous aurez cette satisfaction-là et à long terme, ça vous fera progresser et même le fait de faire de volume à basse intensité, ça peut vous permettre de retrouver des sensations aussi, hein, de récupérer un petit peu. N'essayez pas de rattraper la séance par contre. Si vous n'avez pas fait la séance de haute intensité, pour moi quand même, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un peu de fatigue en ce moment. Je pense que ça vaut pas le coup d'essayer de la refaire le lendemain, par exemple. Sinon, ça se trouve, le lendemain, vous allez être pas au top aussi, vous allez encore bâcher votre séance et après on est dans un cercle un peu vicieux, on peut s'enfoncer à faire ça. Donc moi je vous conseille, vous changez pas tout le plan, juste ok ça allait pas aujourd'hui, vous faites que basse intensité et vous continuez le plan normal et voilà, vous reprenez le plan normal et normalement après tout se passe bien, tout rentre dans l'ordre. Dernière étape, ça sera la phase pré-objectif, la phase dite d'affûtage. Dans ce cas-là, ça a été prouvé qu'il n'y a pas besoin de faire une surcharge d'entraînement avant pour faire un bon affûtage, pour progresser, enfin en tout cas pour être performant. Il n'y a pas besoin de se cramer avant. C'est quelque chose qui est dans l'esprit de beaucoup de cyclistes, mais ça a été prouvé vraiment comme étant pas nécessaire de se cramer avant de faire un bloc de récupération pour marcher sur notre séance, notre course objectif. Non, on fait notre bloc d'entraînement normal. Je vous l'ai dit, vos cycles de travail, vos qualités, sans essayer d'en faire le plus possible. Mais si vraiment vous avez coché une course, un objectif prioritaire pour vous, dans ce cas-là, vous diminuez un petit peu la charge les 2 semaines avant votre compétition. C'est-à-dire vous pouvez garder le volume, mais vous baissez l'intensité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 ou 4 séries de, je sais pas, de seuil ou de VO2 max, on en fait plus que 2. On baisse un petit peu le volume d'intensité. On garde quand même le stimulus d'intensité parce qu'il est important. Il est important pour avoir ces adaptations et puis avoir toutes les adaptations physiologiques liées à la haute intensité. Donc c'est important de continuer à en faire. Mais on diminue la charge en enlevant un peu de séance, en enlevant un petit peu de volume, mais pas trop. On peut même ne pas enlever de volume.
Je vous conseille de tester. Ça dépend des gens, voilà. Moi, j'aime pas trop baisser le volume, personnellement. Je préfère baisser un petit peu les intensités, tout en gardant quand même un peu d'intensité, hein, mais voilà, si une course objectif, c'est ce que je vais faire. Donc on garde le nombre de séances dures. On baisse potentiellement un peu de volume, maximum 20 de baisse, pas plus, sinon ça commence à vraiment faire beaucoup. Et puis sinon, seulement des séances zone 1-2. Pour le coup, on évite les séances de premier seuil, on évite les séances de répétition de sprint, elles sont quand même pas nécessaires à ce moment-là. Voilà, si on fait une course objectif le dimanche, on va faire une petite séance intensité, mettons le mercredi. Le reste, ça sera que de la zone 1-2. Éventuellement une séance déblocage la veille, ça je le conseille pour le coup, séance déblocage la veille avec quelques petits efforts intenses, mais pas trop en veille de course. Une bonne recharge glucidique après ce déblocage-là, et votre course, et vous verrez que tout se passera bien. En bonus à tout ça, vous pouvez ajouter de la muscu aussi. 1 à 2 séances par semaine hors saison, donc l'hiver, quand voilà, vous avez du temps pour vous entraîner, vous n'avez pas de compétition. Bah ouais, je vous conseille franchement 2 séances de muscu, ça a été quand même prouvé pour très bien améliorer les performances, améliorer aussi votre santé, santé osseuse, santé articulaire. Moi, j'y vois d'énormes bénéfices, honnêtement. Ceux qui font de la muscu, je trouve qu'on est quand même très peu sensible aux blessures de surcharge, notamment sur le vélo, parce que notre corps, nos tendons, etc., sont quand même très bien entraînés. Pour moi, c'est un indispensable quand même l'hiver et en saison, essayer une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours minimum pour garder les adaptations liées à la musculation, même les adaptations que ce soit donc osseuses ou nerveuses. C'est pas évident si on fait beaucoup de compétitions, c'est pas évident à garder, mais honnêtement, ça apporte quand même beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec tout ça. Vous pouvez donc télécharger cette mind map dans la description. Et cette vision des choses, de la planification, toute cette logique-là, je l'ai mise dans CoachBuy. CoachBuy, c'est une plateforme que j'ai créée avec Kevin Yvain, qui est un responsable de la data d'une équipe Red Bull. Où en fait, moi, je suis allé le voir. Je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien que toute cette logique d'entraînement, par exemple cette mind map notamment que j'ai envoyée, si on la met dans une IA, si on met aussi les séances d'entraînement que j'ai déjà faites, que j'ai toutes écrites finalement, des plans que j'ai déjà faits aussi, des plans tout faits pour préparer des grandes fondos, pour préparer des courses FFC, etc. Si on donne tout ça à une IA, est-ce qu'elle est capable de se servir de ça pour entraîner de façon autonome, mais basée sur ma méthodologie? Parce qu'aujourd'hui, vous demandez un plan d'entraînement, par exemple, à une IA, elle va être capable de le faire, mais vous savez pas derrière sur quoi c'est basé. C'est basé sur tout internet et voilà, il y a pas vraiment de méthode derrière, elle a pas de conviction. Moi, j'ai des convictions en tant qu'entraîneur. Je dis: «OK, c'est comme ça qu'on doit se préparer». Je vous dis: «Les cycles de travail, c'est ça». J'ai ma vision des choses et j'ai un plan qui, fonctionne avec ceux que j'entraîne et sur moi, un plan qui a fonctionné. L'IA va se baser seulement là-dessus. Elle va pas aller chercher sur internet, d'autres façons de faire ou d'autres types de séances. Non, elle prend que les séances que je lui ai données. Elle prend que ma méthodologie. Elle va que piocher dans ma méthodologie pour entraîner. Et ça fonctionne. On a une app, donc voilà, CoachBuy, qui fonctionne. C'est le lien dans la description. Vous pouvez être entraîné par du coup cette IA. Il y a un chatbot, en fait, vous pouvez lui parler tous les jours ou quand vous voulez, vous pouvez lui envoyer un message pour adapter le plan. Vous pouvez modifier le plan un petit peu vous-même, demander à ce que les séances soient un petit peu plus dures, un petit peu plus faciles. Voilà, gérer un petit peu comme vous voulez si vous êtes assez autonome dans votre préparation. Sinon, vous pouvez lui faire entièrement confiance parce que vraiment, c'est une IA qui est basée sur ma méthodologie et ma vision des choses du coaching. Il y aura aussi tout un aspect analyse, analyser aussi donc votre fréquence cardiaque, votre fréquence cardiaque de repos, votre variabilité de fréquence cardiaque, hein, si vous avez tout ça. C'est connecté à intervals.icu. Pour l'instant, on va ajouter d'autres plateformes ensuite, mais pour l'instant, c'est intervals.icu. Donc ça récupère aussi vos données. Ça récupère les séances du coup que vous avez fait, ça récupère aussi tout votre passif d'entraînement. Donc notamment pour ajouter la puissance critique, c'est quand même assez simple parce que ça va pouvoir se baser sur ces valeurs-là. Vous pouvez parler avec lui, lui poser n'importe quelle question sur, je sais pas si vous avez prévu un stage en altitude, si peu importe les questions que vous avez finalement, des questions aussi sur la nutrition, hein, ça fonctionne. Vous pourrez demander à savoir combien de glucides vous devez ingérer sur telle séance, ce genre de choses-là. Vous pouvez lui poser ce type de questions. Le lien est dans la description. Voilà, ça va vous permettre d'accéder du coup à ma méthodologie de coaching parce que moi, je n'entraîne pas de nouvelles personnes. J'ai plus de place. Voilà, je prends quelques personnes par an, grand maximum. Mais j'ai pas vraiment de place qui se libère d'ailleurs, donc c'est un petit peu les mêmes là depuis quelques années. Je m'entraîne moi. Et comme ça va vous permettre d'avoir accès à ma méthodologie, de ne pas être perdu, de se dire ah, qu'est-ce que je fais. Non, vous pouvez me faire confiance. J'ai mis ma méthode dedans.
Parce que je trouve aussi c'est quelque chose qui manque quand même, hein, souvent sur internet, c'est que oui, on va pas manquer d'inspiration globalement, des séances d'entraînement, on en voit partout. Moi le premier, hein, je vais partager des séances d'entraînement que font les pros et cetera. Mais du coup, ça on est un petit peu perdu, on sait pas trop quoi faire et pour progresser finalement, faut quand même se tenir à une seule méthode, s'y tenir dans le temps et comme ça, bah, on va pouvoir faire voilà, les séances, liées à cette méthode-là, organiser ça par bloc et de façon bien structurée et c'est ça qui va nous faire progresser. Si on change de méthode un petit peu tous les jours, qu'on fait des séances qui sont pas adaptées à nous, qui voilà, ça va un petit peu dans tous les sens, bah, clairement, c'est dur de s'y tenir, je trouve, mentalement, parce qu'on va toujours être un petit peu dans le doute de: «Ah, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que ça va vraiment me faire progresser?» Déjà, il y a ce problème-là et puis, bah, tout simplement, c'est pas forcément adapté à nous, donc ça peut être, soit trop dur, soit trop facile. Donc bah, ouais, ça nous fait pas progresser sur le court terme, mais en plus, à long terme, on va se poser des questions, on va douter. Là, non, vous faites confiance à, Coach By et ma méthodologie. Le lien, il est dans la description. Abonnez-vous pour voir des prochaines vidéos. Je vais continuer à vous partager mes conseils comme ça sur, la planification, sur l'entraînement et sur ma méthodologie. À bientôt.